vraiment Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média, le média du développement. Vous l'avez déjà compris, nous sommes lundi, premier numéro de la semaine. Bonne semaine à tous si vous êtes dans les bouchons de Conakry, il faut le dire. Un lundi très très mouvementé à Conakry, nous le comprenons. C'est la veille du mois de Ramadan pour les musulmans et le carême chrétien déjà en cours pour les chrétiens, le temps de virement pour les fonctionnaires et beaucoup de, comme on dit en ivoirien, beaucoup de grouillements pour se trouver quelque chose avant la semaine prochaine. Au menu de ce numéro, après la nomination du Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement tarde toujours dans un contexte sociopolitique tumultueux. Mais en attendant cette nouvelle équipe, nous jetons un regard dans le rétroviseur. Pendant plus de 30 minutes, les grands chantiers, les défis, les réussites et les ratés des différents ministères seront détaillés par nos débatteurs. Sans parti pris, nous dressons le tableau de chaque ministère avant la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Comment rectifier le tir, Faudrait-il exiger la déclaration des biens avant toute prise de fonction? Nous tournons et retournons le sujet dans le sens du développement. Et puis, la diffusion des images obscènes est devenue le nouveau business des personnes tapies dans l'ombre pour assouvir leurs désirs. Un acte déshumanisant qui ternit la réputation de haute personnalité. Les conséquences vont de la personne ciblée à ses proches, sa famille et même ses amis. Pourtant, les textes de loi prévoient des sentences punitives à l'endroit des auteurs. Ces textes qui échappent à la vigilance de nombreux citoyens. Nous donnons la parole à un juriste qui reviendra sur les sanctions prévues par la loi guinéenne. Khalil Kamara, il est juriste et journaliste. Il sera en ligne dans cette émission. Nous sommes en mars, le mois de la femme. Pour ce premier numéro de la semaine, nous nous intéressons aux femmes rurales. Cette couche qui, à travers l'agriculture, s'invite dans le développement avec son maigre moyen. Elle crée de l'emploi et contribue à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Des artisans du développement moins connus du grand public. En prélude à la fête de la femme, le 8 mars prochain, nous avons comme invité de ce matin Hadja Mbalou Fofana, présidente du réseau national des femmes rurales de Guinée. Voilà pour le menu. Gardez votre curiosité. Bienvenue sur le média du développement. Vous nous suivez sur la 89.5, c'est notre fréquence. Si vous nous écoutez à Conakry, à Labé, vous nous suivez grâce à nos partenaires de Beta FM, c'est sur la 96.5 de ce côté. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez à Boké, à Kisudougou, à Bofa, à Somphonia, à Samatran, où se trouve notre club d'écoute. Une fois encore, merci de nous pratiquer dans les taxis et dans les bars-cafés de Conakry. Vous nous regardez à la télé, c'est sur Canal sur le numéro 113 du bouquet Star Times. Bientôt, nous allons en tout cas rejoindre le toit du monde. Très bientôt, il faut le dire. Autour de moi, avec moi, les différents débatteurs. Mais avant d'ouvrir les débats ici dans ce studio, je ne saurais démarrer sans pour autant rappeler ces deux articles de la charte de Kourkanfouga. La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité, le signe de la grandeur. Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. Articles 22 et 23 de la charte de Kourkanfouga. Vous le savez certes pour ceux qui ont lu cette charte. Mohamed Ba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Fodé Bangali dans Soko. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour Mamadou Yaya Diallo. Bonjour à tous. On commence par cette première actualité, Yaya. On parle notamment des ministères, surtout des chantiers, des ratés et des défis. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez étaler quelques avancées, quelques ratés de certains ministères après la dissolution du gouvernement, évidemment? Écoutez, je crois que ça va être un exercice assez difficile pour nous, d'autant plus qu'il y a ici des évaluations qui ont été effectuées pour lesquelles, jusqu'à date, nous n'avons pas eu
les résultats issus de ces évaluations. Ouais. Je crois que, journalistes que nous sommes, ça va être assez compliqué de dresser un bilan. Mais néanmoins, on va essayer de voir ensemble de ce qui a été pour les 2 ans de gouvernance sous le CNRD. Non, pas les 2 ans, hein, pour ce gouvernement. Parce qu'il y avait un premier gouvernement dirigé par Mohamed Beavogui. Il y a un deuxième gouvernement dirigé par Bernard Goumou. L'administration est une continuité. Oui, mais on parle des ministres sous Bernard Goumou. Parce qu'après tout, il y a, je pense, Dame Yari qui a sauté au niveau du ministère de la Justice. Yari n'a même pas fait 5 mois. Merci. Donc, elle est partie. Donc, on ne peut pas, en 5 mois, dresser quand même un tableau pour une ministre. Donc, c'est pourquoi il ne faudrait pas qu'on mêle les pinceaux. On va se concentrer sur l'équipe dirigée par Bernard Goumou. C'est important. Alors, je commence par le ministère de l'Éducation. De toute façon, ce ministère, le ministre qui était à la tête de ce ministère existait il y a de cela 2 ans, 4 mois. En l'occurrence, Guillaume Awing, mon nom. Autrement dit appelé Aya. Alors, à ce niveau-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que Guillaume a hérité un ministère quand même qui était plus ou moins sur une bonne voie avec l'ancien ministre de l'Éducation, en l'occurrence professeur Bano Bari, qui avait réussi à mettre en place un certain nombre de réformes qui ont été saluées par plusieurs Guinéens, notamment certains spécialistes en la matière. Alors, la question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait de ces réformes-là. Si on admet que l'administration est une continuité, on est assez demandé, effectivement, qu'est-ce qu'on avait fait de ces réformes-là. J'ai eu des échanges avec le concerné lui-même à un certain niveau qui m'avait fait comprendre effectivement à un certain niveau... Quand vous parlez de concerné, vous parlez de l'ancien ministre Guillaume Awing. Je parle de l'ancien ministre, lui qui était là bien avant qu'il en arrive. Okay. Effectivement, pour faire celui qui était là avant Guillaume. Avant Guillaume, pour faire le parallèle, effectivement, puisque beaucoup disaient qu'il y a eu ce qu'on appelle du plagiat, enfin, du copier-coller de la part de son prédécesseur, de la part de celui qui l'a remplacé, effectivement. C'est son successeur, pour ainsi dire. J'ai échangé avec lui pour comprendre, effectivement, si tel était le cas. Il m'avait fait comprendre, effectivement, qu'on faisait semblant de réformer un certain nombre de choses, de faire autrement. Parce que c'est de là qu'il s'agit. On était dans l'ère de la refondation. Il fallait faire autrement les choses. Mais il me faisait comprendre qu'en réalité, on mettait en place ou en œuvre ce que lui déjà il avait entrepris sans pour autant, disons, avoir le courage intellectuel de reconnaître effectivement c'était des réformes qui ont été engagées par Dr Bano. Ce service que nous avions, pour lequel nous avons eu disons, son adjoint ici, et lui qui est en charge de la formation continue au niveau du ministère de l'Éducation, c'était une preuve éloquente de certaines réformes qui ont été mises en place par Dr Bano. Votre ami, c'est Gadi Ribar, effectivement, on l'avait réussi ici. Et tant d'autres aussi, et en ce qui concerne, disons, la mise en place d'un certain nombre de salles de classe, parce que à date, nous avons plus de 1000 hangars sur toute l'étendue du territoire national dans lesquels nos concitoyens continuent à suivre les cours. Alors, c'était de savoir effectivement qu'est-ce qu'il avait envisagé effectivement pour mettre fin à ces hangars-là, parce que le décor ne pouvant pas permettre aux enfants de pouvoir étudier aisément, alors il avait dit qu'il y avait déjà un programme qui était déjà mis en place pour pouvoir effectivement mettre en place plus de 1000 salles de classe. Je crois que c'est pour ces 1000 salles de classe-là que Guillaume est en train de crier à sur le Baudin comme étant les réformes phares que le ministère a pu mettre en place. On est d'accord que c'est une continuité. Alors s'il arrive à réussir à mettre en place les 1000 classes-là, j'estime que c'est bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont pas eu le courage de dire effectivement, c'est mon prédécesseur qui a entamé et que voilà, nous sommes en train donc d'exécuter quelque chose qui était déjà entamé. Donc ça, c'est un aspect. Revenons sur les examens, ou enfin sur le système, la qualité du système éducatif guinéen.
On était tous d'accord qu'on était à un niveau où le système éducatif guinéen battait de l'aile. Il y avait un problème qui assaillait, qui continue d'assaillir, disons, notre système éducatif. Alors, pour un premier temps, on avait assisté ici à des examens nationaux qui ont été sanctionnés par des résultats catastrophiques, pour ainsi dire. Alors, c'était une façon pour le ministère de faire comprendre aux uns et aux autres qu'effectivement, il y a eu des réformes, et ce sont ces réformes-là qui ont abouti à ces résultats catastrophiques, parce que tout simplement, il y a eu de la rigueur, et puis il y a eu de la discipline, et que plus jamais ce qui était possible avant n'est l'est pour le moment. Alors, entre-temps, une année après, on avait assisté à une amélioration plus ou moins au niveau des examens, ce qui, à mon avis, était fait à dessein. C'est pas par le fait qu'il y ait moins d'admis qu'on peut mesurer, disons, effectivement, le bon niveau ou l'état de santé d'un système éducatif. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à maintenant là, les mêmes pratiques continuent. Le système éducatif, c'est pas, on ne peut pas mettre ça à l'actif de Guillaume, disons, le niveau souterrain de nos élèves, mais on s'attendait à mieux du ministre Guillaume pour pouvoir effectivement remettre les pendules à l'heure et avoir une rigueur au niveau de notre administration éducative, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant là. Bien. On aura le temps de détailler toute la semaine. En tout cas, nous allons aller département par département sans se presser jusqu'à la composition du nouveau gouvernement. C'est un premier pas, il faut le signaler. Chaque matin, nous reviendrons sur cette question gouvernement Goumou. Que retenir de la gestion tout au long de cette semaine, et voir même si le temps ne nous permet pas de continuer, de poursuivre la semaine prochaine. On reste dans le secteur éducatif pour ne pas s'évader. Aujourd'hui, dans ce cours, Yaya a souligné quelques points. L'existence jusque-là des écoles hangars. Aujourd'hui, avec ces examens qui ont été serrés, qui ont été comme un trophée de guerre pour l'ancien ministre Guillaume Awing. On parle même de plagiat, de système éducatif ou des réformes mises en place à l'époque par le ministre Bano, le nouvellement venu Guillaume Awing, qui a essayé de faire une continuité, mais qui ne voulait jamais admettre, et aucunement admettre que c'était des idées de ministre Bano. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a eu des avancées significatives au sein du secteur éducatif guinéen? Oui, il y a eu assez d'avancées quand même. Bon, quand même, j'aimerais faire ma petite lecture en diagonale, parce que si nous prenons secteur par secteur, ça va prendre assez de temps pour en décortiquer. Et donc, pour ne pas seulement se spécifier, comment dire, sur le plan éducatif. Voilà, donc sur le plan éducatif quand même, il faut le reconnaître, les réformes ont été instaurées dès au départ par le professeur Banoubari. Donc c'est lui, le cerveau même, qui a réformé le système éducatif guinéen là où nous sommes. Donc Guillaume a pris le train en chemin. Guillaume a pris le train en chemin. Donc si jamais il arrivait qu'il se tape la poitrine pour dire que non, il n'avait rien trouvé, non, ça c'est de la démagogie. Donc moi, le système éducatif guinéen, pour moi, en son temps, c'était du populisme. Il se mettait tout le temps en spectacle, et lors des examens, les examens surtout, parce que si nous parlons des hangars et autres, là, ça c'était les grandes lignes. Mais c'était des réalités qui existaient avant Guillaume. Oui, bien sûr, c'était des réalités. Mais à chaque fois, il sortait aussi à la télé pour dire non, ils vont construire des salles, ainsi de suite, mais rien n'y était fait. Mais pendant les examens, quand même, vous voyez tout le temps Guillaume à la télé pour dire voilà, et tel nombre de téléphones ont été saisis, tel nombre ont été brûlés, ainsi de suite. Donc le fichier quand même a été assaini. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut faire les examens en Guinée. Ça, quand même, c'est appréciable. Donc il faut mettre cela à l'actif de Guillaume. À l'actif de Guillaume. Ça, c'est Guillaume. Voilà. Le nom est très difficile pour moi. Tu as un problème avec Guillaume. Voilà. Donc là, c'est une réalité. Mais ce que j'ai déploré quand même de l'autre côté, c'était cette mise en scène à chaque fois que les examens sont là pour dire ouais, il se tape là. Voilà. Non, il n'avait pas besoin autant de publicité pour dire ouais, qu'il était vraiment quelqu'un de propre. Donc c'est ce que j'ai voulu simplement dire du côté éducatif. Donc
du côté de la justice. Non, on va à l'éducation. On va rester dans le secteur parce que ça sera éducatif. Non, on va rester dans le secteur. Si on dit d'aller sur tous les secteurs, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. On va aller secteur par secteur. Donc, on a ouvert le secteur éducatif. On va tout compte fait, l'héritage qu'il a laissé, c'est un héritage que moi j'ai apprécié quand même. C'est ça la vérité. Et je pense... Aujourd'hui, vous pensez que Guillaume Awing a fait quand même des progrès? Non, oui, sur les plans des examens, quand même, il a réussi le pari. Donc, il a réussi le pari sur le plan des examens nationaux. Donc, déjà, c'est quelque chose, une victoire à mettre à l'actif de Guillaume et de tout le département. Oui, mais depuis professeur Bano, parce que c'est lui le cerveau. Je vais juste comprendre. On parle de Guillaume, là, pas de Bano. Si on parle du gouvernement Gomou, voilà, c'est lui. Bien, ce qui est déjà compris. Je me tourne vers vous, Mohamed Ba. On parle du système éducatif guinéen. On ne peut tout peindre en noir, puisqu'il y a eu quand même la construction de certains établissements scolaires ici en République de Guinée. Bari Diawandou, si je ne me trompe, était du côté construite, une école construite du côté de la minière. C'est de la minière, on dit, hein, la minière. De la minière, Seloudalin, ex-domicile de Seloudalin Diallo. Pas que, il y a eu des rénovations de plusieurs écoles primaires qui ont été même rebaptisées ici en République de Guinée. Des réalisations faites sous Guillaume Awing aujourd'hui qu'on ne peut en aucun cas mettre à l'eau. Ça, c'est une réalité bonjour à tous. C'est quelque chose, c'est une réalité des cas que nous avons sous la main et qui nous oblige, qu'on le veuille ou pas, d'apprécier ce qui a été fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation guinéenne ne se résume pas seulement à l'organisation des examens nationaux. Il y a tout un travail qui doit être fait. Il y a eu cette construction des écoles à Conakry, sur des cas parfois beaucoup plus politiques que le besoin sur le plan éducatif ne demande. Quand vous avez souligné le cas de l'école où était la résidence, la maison de Seloudalin Diallo du côté de Dixie. Mais qu'à cela ne tienne, tout ne se résume pas à la construction de cette école ou bien de quelques écoles, la rénovation à Conakry. Il y a à l'intérieur du pays où vous avez fait allusion à l'existence des hangars qui existent et qui continuent à exister jusqu'à présent. On est loin de pouvoir sortir de cette réalité que nous avons aujourd'hui. C'est une chose qui est là et que nous vivons avec. Le niveau de l'étudiant guinéen ou de l'élève guinéen aujourd'hui, c'est difficile. Je n'ai pas les statistiques de toute la sous-région, mais c'est quelque chose qui ne peut pas faire bonne image et que nous savons très bien aujourd'hui. Ceux qui vont à l'international ont du mal à pouvoir bénéficier de ce qu'ils ont eu sur le plan national, l'éducation nationale guinéenne. Donc ça, c'est un problème que nous avons. Qu'à cela ne tienne, il y a eu un travail important qui avait été réalisé par cette équipe sortante au niveau de l'éducation qui mérite d'être salué, mais aussi être continuer à applaudir s'il faut le dire comme ça. Mais de toute façon, on dit l'administration est une continuité. Et s'il y a eu des réalisations aujourd'hui, c'est parce que quelque part, hier, il y a eu des ministres précédents qui ont posé des jalons, et ces jalons, ils ont eu l'intelligence de pouvoir continuer. Sinon, ça allait être vraiment difficile d'arriver à ce résultat. Mais de toute façon, on aura toujours qu'il y a progrès dans ce secteur et qu'on ne peut que demander aux uns aux autres au niveau de l'éducation guinéenne de poursuivre ce travail important. Bien. Guillaume a eu à faire face à beaucoup de crises, il faut le dire. Le cas des enseignants contractuels en est une preuve palpable et évidente. Il y a Diallo. Aujourd'hui, est-ce que Guillaume laisse derrière lui des problèmes, en tout cas, ou beaucoup de problèmes à celui qui va succéder à la tête de ce département, puisqu'il y a des enseignants contractuels, il y a la réforme du système éducatif, la révision même des programmes d'enseignement ici en République de Guinée. C'est un héritage lourd. Je crois que Guillaume lui-même l'avait hérité. Cette crise entre le département les enseignants contractuels ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2019 que ces enseignants contractuels exigeaient à ce qu'ils soient, disons, engagés au niveau de la fonction publique. Alors, on pensait que, pardon, à un certain niveau, Guillaume pouvait avoir ce qu'on appelle la stratégie possible pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une voie de sortie pour pouvoir s'entendre avec ces contractuels-là. On s'était rendu compte que Guillaume n'avait pas, disons, toutes les marges de manœuvre pour discuter avec ces contractuels-là, ce qui fait que à un certain niveau, il a fallu l'implication directe
du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ensuite celui du budget. Donc les 3 ministères réunis face aux contractuels pour pouvoir discuter, voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il fallait effectivement résoudre cette crise-là. Donc sur cette question, Guillaume n'a pas pu faire bouger les lignes et ce n'est pas une crise aussi qui est née sous son magistère. C'est extrêmement important au niveau du ministère de l'Éducation. C'est un héritage. On s'attendait à ce qu'il puisse pouvoir avoir, disons, une autorité, si vous le dire comme ça, ou le leadership, pour pouvoir effectivement faire évacuer cette crise-là. Ça n'a pas été le cas. La crise persiste, elle insiste. Malheureusement, il n'a pas pu effectivement trouver une solution. On l'attendait comme le Zorro dans des films. Puisque les enseignants contractuels quand même étaient très, très ragaillardis par le fait que c'est un de leurs qui est venu au niveau du ministère de l'enseignement. Guillaume qui réclame déjà son titre de savant. C'est un savant. Oui, bien sûr. C'est un savant noir. Donc, tu ne vas pas m'atteindre ce matin. Hein? Donc, allez, vas-y, donc, je te comprends. Il clame cela. Je crois qu'il a inventé quelques formules mathématiques pour lesquelles jusqu'à maintenant n'ont pas été attestées par disons, par aucun scientifique au monde. Je crois que c'est important qu'on soit. c'est important de le rappeler. Il aime à le dire. Voilà, donc il aime ses démonstrations à tout bout de champ. Quand il est dans les salles de classe, faire ces arts de démonstration. Donc les enseignants étaient quand même, disons, un peu déçus. Pas déçus, mais ils étaient quand même, j'allais dire, j'étais un peu, disons, Raymond, comme on le dit, ils avaient disons, cette opportunité, enfin, de pouvoir... Ils pensaient pouvoir sortir de cette crise-là parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un de l'air au niveau du ministère, en l'occurrence Charles. Donc l'espoir. Ils avaient l'espoir peut-être de sortir de cette effectivement, crise. Ils avaient l'espoir, c'est ces mots-là qui m'échappaient, l'espoir qu'avec Guillaume, ça allait être une crise qui allait être définitivement réglée, résolue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça continue, ça se multiplie parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un accord qui a été signé pour lequel le gouvernement n'a pas respecté. Donc, ce qui fait que la crise de confiance, elle est là, elle est existentielle. C'est en cela que j'ai dit, ça va être très, très difficile pour le prochain gouvernement de faire renaître cette confiance-là parce que déjà, il y a une distance déjà qui est créée. Les autres n'ont plus confiance au gouvernement. Alors, comment faire en sorte que la confiance soit là? Je crois que voilà tout le problème qui se pose là. Bien. Réception de plus de 1000 tablettes. C'était au mois de février même, hein, si je ne me trompe. Le ministre Guillaume Awing qui a reçu avant son limogeage, la dissolution du gouvernement, il faut le dire comme ça. Il avait reçu plus de environ 1900 tablettes éducatives qui pouvaient permettre à revaloriser le système éducatif guinéen. Il a même eu à rencontrer notamment ces entreprises chargées des travaux de construction de 1000 salles de classe pour le pré-universitaire sur l'ensemble du territoire national. Cela s'est passé, si je ne me trompe, le 9 février 2024. Donc quelques jours seulement avant même la dissolution du gouvernement. Est-ce un réveil tardif pour le ministre Guillaume Awing aujourd'hui, partant du principe des réalités vivantes au niveau des anciens contractuels, à la réception des tablettes, jusqu'à la construction des salles de classe? Évidemment, vous savez, j'ai l'impression que nos dirigeants, quand ils sont nommés, ne prennent pas le bras au corps, en fait, les problèmes. À bras le corps. À bras le corps, plus, je m'excuse, à bras le corps, les problèmes qui s'imposent. En fait, ils n'aiment pas se heurter aux problèmes, mais plutôt aux solutions. Donc, souvent, c'est ce qui arrive. Et voyez-vous que le problème des contractuels, par exemple, s'est perpétué dans le temps, et je dirais même a été entretenu avec les ministres en place et les syndicats. Parce que si les syndicats, c'est les syndicats qui sont aptes à défendre l'intérêt de ces contractuels. Okay? Voyez-vous qu'à chaque année, il y a des retraités, il y a je dirais même une locomotive de retraités qu'on amène à la retraite, et puis il y a les places qui sont vides, et ces contractuels, même pour avoir leur petit pécule encore, c'est des problèmes. Donc tout cela émane aussi de l'irresponsabilité des ministres qui se sont succédés. C'est ça la réalité. Donc, mais lorsqu'il s'agit de faire sortir de l'argent pour financer l'examen, ils sont les premiers.
quand il s'agit de recevoir des dons comme les tablettes dont vous parlez, vous venez de parler, et vous avez vu Guillaume tout souriant, entouré des membres de son cabinet, et sur nos petits écrans pour dire la bonne nouvelle. Donc, lorsqu'il s'agit aussi de prendre les problèmes de survie, les problèmes éducatifs liés en fait à l'avenir des enfants, ils doivent le faire. Mais ils ne le font jamais. Parce que pour eux, c'est des problèmes, donc ils ne veulent pas que leur parcours soit sali ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'une alerte, est-ce qu'on doit lancer une alerte à l'endroit du nouveau ministre pour lui dire qu'il y a déjà 1900 tablettes qui ont été reçues par le département? On a déjà des entreprises. C'est pourquoi on lance un appel. Voilà. Avant la prise de fonction du nouveau ministre, il faut le rappeler, il y a 1900 tablettes qui sont déjà existentielles, qui existent là-bas pour la valorisation du système éducatif guinéen. Au-delà de ça, il y a déjà des salles de classe en construction, 1000 salles de classe. C'est une initiative présidentielle. Je pense que la présidence va tenir compte. Il y a des entreprises qui étaient en train d'effectuer les travaux et Guillaume était chargé de suivre ces travaux. De l'autre côté, il y a des écoles qui ont été impactées par l'explosion du brasier de Kaloum. Oui. De ce côté, où sont les travaux? Quel est l'état d'avancement de ces travaux de ce côté? Le nouveau ministre doit savoir qu'il a tous ces points qu'il devrait suivre avant la fin de la transition, puisque c'est une initiative présidentielle. Évidemment. Mais tout compte fait, il faudrait quand même qu'on évite de trouver ces tablettes au marché Madina et Matoto et consorts. Voilà. Mais tout compte fait, il faudrait qu'il y ait un bilan, que le nouveau ministre quand même s'attelle d'abord aux problèmes des contractuels, parce que c'est eux qui forment les enfants, c'est eux la main d'œuvre. Qu'ils le fassent ou pas, le mouvement syndical est déjà... Voilà, là c'est le problème crucial. Et maintenant, là, ils vont essayer maintenant de rechercher et comment les tablettes ont été utilisées. Si ce n'est pas utilisé, tant mieux. Donc, et ça fera partie... Et aussi suivre ces entreprises. Parce que je connais des entreprises dans ce pays que si vous êtes sur une transition, il y a même des entrepreneurs qui ont détourné plus de... on est en train de mener des investigations. 1 million de dollars sous le CNRD. 1 million de dollars, l'enquête est en cours. On va vérifier où l'argent est parti. Est-ce que les travaux ont été exécutés? On en parle peu. Oui. On en parle peu, mais le ministère de la Justice avait déjà cette information sous la main. On va attendre que peut-être que le jour où on viendra, où on parlera du ministère de la Justice, on en saura un peu plus sur ce dossier. Mais avant, il faut aujourd'hui que le CNRD sache que quand les travaux démarrent dans ce pays, il faudrait que ça s'achève. Il faudrait tout faire pour que les travaux puissent s'achever. Et la continuité gouvernementale doit être de mise. C'est le problème en Guinée, c'est un problème de suivi et d'évaluation. Oui. Donc, ils débloquent l'argent, ils mettent l'argent à la disposition des gens. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Et déjà, avant même que le projet soit exécuté, l'argent aussi est partagé. On appelle ça du nem-nem. Du nem-nem, voilà. Donc, voilà. C'est ce qui fait le gros problème. Oui. Donc, et puis, des entreprises sont créées même par certains ministres. Oui. C'est ce qui est la réalité. Ce n'est pas des entreprises professionnelles. Donc, ils prennent des cousins qui ont fait quelques trucs. Des marchés de gré à gré. Évidemment, de gré à gré. C'est pour cela qu'il n'y a jamais d'aboutissement. C'est pour cela qu'il n'y a jamais de compte rendu. Oui. Donc, et très malheureusement, c'est les mêmes choses. Et les travaux sont mal exécutés. Très, très mal exécutés. Des fois, il y a même des fissures qui apparaissent à 2 à 3 mois de la finition des travaux. Ça, donc, on a vu tout ça en Guinée. Donc, et le nouveau ministre, quand même, a du pain sur la planche. Donc, il doit quand même mettre à la lumière du jour tout ce qui s'est passé sous Guillaume. Et comme ça, là, les gens sauront ce qu'il a fait ou s'il y a eu des détournements. Donc, comme ils ont toujours dit que la justice sera la boussole, donc il faudrait maintenant que cette boussole-là soit bien orientée. Bien, ce qui est déjà bien compris, 629 95 67 deux fois, si vous voulez participer au débat, pas d'appel, uniquement des SMS sur le 629 95 67 67. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un héritage qu'il faudrait forcément sauvegarder après Guillaume Awing, aujourd'hui, dans le système éducatif? Je crois qu'il y a des acquis qui sont là, qu'on doit tout faire pour pérenniser, pour maintenir, pérenniser et afin que sauvegarder et afin que le système éducatif guinéen arrive vraiment à s'inscrire sur la grande liste des pays sérieux sur le plan éducatif dans le monde. Car vous n'êtes pas sans savoir que on a toujours été accompagné par les partenaires techniques et financiers sur le plan d'éducation, et cela ne date
date pas d'aujourd'hui. Nous avons des écoles Africof qui existent depuis très longtemps. Et il y a d'autres accompagnements, que ce soit avec GIZ ou je ne sais encore quelle institution internationale qui s'est inscrite sur cette grande lancée d'accompagner le système éducatif guinéen. Mais aujourd'hui, l'un des problèmes que le système éducatif guinéen a, c'est la digitalisation que nous avons, dont on a du mal à s'inscrire sur la liste des pays sérieux, des pays qui ont continué à faire leurs preuves, sans aller au niveau de l'Occident, mais parmi les pays au sud du Sahara. Ça, c'est quelque chose que nous avons aujourd'hui, que nous traînons comme problème majeur, la digitalisation. Et qui parle de digitalisation, forcément, parle-moi de l'électricité dans ce domaine, ou de l'énergie, s'il faut le dire. Donc, sur ce plan, nous avons de sérieux problèmes. Et comment maîtriser l'ordinateur, comment maîtriser les tablettes si on n'a pas de l'électricité, si on n'a aucune initiative en la matière. Nous avons vu le président Alpha Condé fut un temps où il se moquait même des fonctionnaires guinéens qui demandent, certains sont presque à la retraite, qui n'ont jamais touché un ordinateur. Et ça, c'est pour les anciens. Les nouveaux aujourd'hui, ils sont combien parmi les jeunes qui ont touché un ordinateur, qui ont un ordinateur à la maison ou à l'école même où ils sont. Donc ce problème est un problème majeur. Ces tablettes, on va les disponibiliser. Quels sont les élèves qui vont bénéficier de ces tablettes? Quels sont les enseignants qui vont bénéficier? S'ils en bénéficient, ils seront combien à pouvoir maîtriser? Ils seront combien à être en mesure de le maîtriser dans le temps avant la fin de l'année académique? Ça, c'est des problèmes que nous avons. Il ne faut pas se réjouir juste de ce que nous avons, mais c'est notre capacité de pouvoir tirer profit de ce que nous avons. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, ce qu'a fait l'équipe Guillaume par rapport à cela, mais inscrire l'éducation guinéenne dans le sens de la digitalisation, parce que si nous réussissons sur ce plan, nous n'aurons pas le temps de nous fatiguer avec des livres, monter, descendre parce qu'avec les tablettes, il ne faut pas voir juste les tablettes, regarder, se connecter, Google et autres, mais il faut voir des centaines, voire des milliers de documents qu'on peut retrouver sur une tablette, des livres qu'on peut lire quand nous savons qu'aujourd'hui, se promener et se déplacer avec des tas de livres, ça peut poser des problèmes, mais rien qu'un ordinateur ou une tablette, et combien de livres qu'on peut en avoir, et cela pourrait faciliter l'apprentissage. Donc je pense que sur ce plan, c'est une bonne chose, et le futur ministre de l'enseignement devrait se battre pour voir quelle stratégie à mettre en place pour qu'on aille de l'avant dans le cadre de la digitalisation du système éducatif guinéen. Bien, nous allons en tout cas continuer l'exercice le long de la semaine pour vous aider à comprendre un peu l'héritage laissé par le gouvernement Goumou. Est-ce un héritage à sauvegarder? Est-ce des tirs à rectifier? Mais avant de tourner la page, est-ce que aujourd'hui vous estimez qu'il faudrait forcément la déclaration des biens des biens du ministre qui prendra fonction après Guillaume? Parlons juste du secteur de l'éducation pour éviter. À quoi ça va servir? Mais ça va servir à quelque chose. Il y a des ministres qui viennent pauvres, qui se retournent, qui deviennent milliardaires en quelques jours. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de cela? Non, c'est pourquoi il faut rectifier le tir. Maintenant, dans ce cas, oui, je sais, mais il faut qu'on se rassure qu'une fois qu'on déclare ces biens, qu'on sera en mesure de vérifier est-ce que ce qui a été déclaré et ce que le monsieur a sur son compte a comme bien matériel, et il y a eu augmentation ou pas. S'il y a eu augmentation, est-ce que cela est lié à son salaire, à ses primes, à ses avantages, et ses audits? Donc, forcément, il faut qu'on maintienne cela. La déclaration des biens, c'est une chose qu'on ne doit même pas blaguer. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser cela? Si on n'arrive pas à le faire, moi je poserai toujours cette question, pourquoi on doit le faire? Bien. Mais à condition qu'on nous rassure. Quand on déclare les biens, je suis venu avec un véhicule, 2 véhicules, avec 3 maisons ou 2 maisons où je n'avais rien. La maison que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas de maison. Aujourd'hui, j'ai une maison. Est-ce que cette maison que j'ai, c'est grâce à mon salaire? J'avais la capacité financière de pouvoir l'avoir. Si j'ai hérité de la part de mes parents, de la part de mon papa depuis des années, est-ce que c'est là vraiment... il y a des preuves par rapport à cela. Si on n'est pas en mesure de faire cela, qu'on n'a pas des moyens pour pouvoir vérifier, je pense que ça serait juste de la poudre aux yeux et pour pouvoir
pouvoir amuser un peu la galerie. Bien, dans ce cas, oui, déclaration de bien ou pas? Pour rebondir sur la même question, c'est une très bonne chose, c'est ça la vérité. Il faudrait que nous instaurons ça en fait dans le comportement, dans le quotidien des futurs dirigeants. Cela est très important. Il faudrait que ça soit culturel. Parce que lorsque les gens savent que vous avez un véhicule, ou bien vous avez 2 véhicules, vous avez 3 voitures déjà à votre possession, une fois que vous prenez service, je pense que vous allez avoir le retrait de faire certaines choses. Parce que vous allez vous dire, ah, il me regarde, donc si je fais ça, je fais ça. Il y a un effet psychologique aussi qui est important. Même si l'État ne fait pas tout le temps son travail au finish. Parce que quand je parle de finish, normalement, le point de départ, lorsque vous prenez service et que vous faites votre déclaration de votre patrimoine, à la fin, vous devez aussi rendre compte de vos biens. Cela est tout à fait normal. Donc, c'est là que je le rejoins. C'est au terminus où le travail doit être effectué. C'est là où les agents judiciaires doivent se mettre en branle, fouiller les comptes, savoir ce qu'il a ramassé pour éviter l'enrichissement illicite. Ou de nouveaux candidats pour la maison centrale. Voilà, évidemment. Parce que souvent en Guinée, lorsque vous êtes nommé, c'est tous les quartiers qui dansent. Donc on vous incite déjà à voler. C'est ça l'esprit de la chose. Tous les amis vous appellent de partout. Votre téléphone qui ne sonnait même pas, on vous appelle de partout. C'est pour vous dire, monsieur, mais maintenant là, tu as des bouches à nourrir. C'est ça la vérité. Donc, mais en faisant cette déclaration de patrimoine... Il y a un budget de souveraineté. Évidemment, à chaque fois, quand vous êtes automatiquement nommé, il y a une somme. Vous ne dormez plus, le téléphone sonne, c'est la communauté, c'est le village, c'est le quartier, tout le monde est à votre porte. Ça veut dire déjà, on a un nouveau voleur. Bien. Donc, pour que cela cesse aussi, il faudrait aussi qu'on mette en place des lois qui puissent pénaliser, frapper quiconque qui vole, comme déjà le cas de la dissolution. Là, il faudrait quand même que tous ces gens-là passent devant les juridictions compétentes pour savoir qui a emmagasiné quoi, qui a pris quoi, qui a fait quoi. Comme ça, là, ça servira de leçon aux nouveaux qui viendront maintenant pour servir le pays. Bien. Sinon, ils vont continuer à se servir. C'est qui est déjà compris. L'exemple d'en haut, l'imitation d'en bas, je crois que c'est important. Si le premier de Guinée l'avait fait, je crois que ça n'avait pas posé de problème. Donc, on doit rectifier le tir. Non, mais complètement. Commencer par la tête, de la tête jusqu'au pied. Il ne faut pas complètement renverser la pyramide là. Ah, d'accord. Il faut commencer. Non, mais on peut rectifier petit à petit. Aujourd'hui, il faut rectifier le tir petit à petit. Ouais, c'est notre fait le plus absolu. Ça serait encore plus facile si ça se commençait vers là-haut et puis voilà. Et que ça arrive à suivre effectivement la courbe normale. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une refondation partielle qu'on est en train de... Je ne joue pas au Cassandre, mais c'est ça la vérité. On aurait dû comprendre que si le CNRD, au premier duquel le président Mamadi Doumbouya lui-même s'est imposé ces principes-là, cette rigueur-là en lui, vous imaginez s'il y aura effectivement un membre du gouvernement qui n'allait pas se soumettre à un tel exercice, ça n'allait pas se faire. Vous savez, c'est un peu cela. Vous êtes l'animateur principal de cette émission. Il y a un certain nombre de principes que nous nous imposons ici. Si vous êtes les premiers à les bypasser, est-ce que je ne veux pas d'avancer? Non, et que vous n'aurez même pas le courage d'interdire à Dansokho à une autre personne de le faire. Parce que de toute façon, à un certain niveau, vous allez dire, bah écoute, de toute façon, on le fait. Et puis voilà, c'est ça la vérité. Donc il faut commencer par la tête. Oui, la tête, c'est le patron. Il faut que ça change à tous les niveaux. C'est ce que je dis. Et si c'est le cas, il aura toute la rigueur possible. Il pourra imposer toute la rigueur possible à qui il veut dans l'administration. Et je crois que c'est ce qui va nous permettre effectivement d'avoir une refondation dans le vrai sens du terme. Bien. Je pense que ce n'est pas tard. Excusez-moi par rapport à ça. Tout est possible. On va commencer par la première personnalité du pays. Je parle du général. En passant par le Premier ministre actuel, il faut qu'on essaie de faire des déclarations. Il ne faut pas dire non, ça fait plus de 2 ans pour Mamadi, ce n'est plus la peine. Non, et on peut le faire parce qu'on ne sait pas il y a combien d'années et combien de mois à passer avec Mamadi encore comme président de ce pays. Parce que fils Itno est en train de nous étonner. De nous donner des leçons par rapport à ça. Moi, je pense qu'il est temps de prendre ça au sérieux. Vraiment déclarer vos biens, qu'on sache qui vous êtes et que à la fin que cela ne soit pas
vraiment un problème majeur pour le peuple guinéen. Bien, ce qui est déjà bien compris. Nous parlons de cette autre actualité. La diffusion des images obscènes est devenue le nouveau business des personnes tapis dans l'ombre pour assouvir leurs désirs. Je l'annonçais, un acte déshumanisant qui ternit la réputation de haute personnalité de ce pays. Pour cela, nous donnons la parole à un juriste qui reviendra tout à l'heure sur les sanctions prévues par la loi guinéenne. Khalil Camara va tout à l'heure prendre la parole chez nous pour se livrer ou répondre à nos différentes questions. Mais avant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Guinée est vers la déroute avec tout ce qui se passe? Quand je parle de déroute, je parle évidemment des réseaux sociaux restreints à un certain moment pour des raisons de sécurité, sécurité nationale. Aujourd'hui, on libère les réseaux sociaux, on assiste à une série de vidéos, d'images, de sons qui circulent sur les réseaux sociaux visant directement de hautes personnalités de ce pays. Aujourd'hui, est-ce que la loi doit être, ou la justice doit être ferme, très très ferme? On a déjà, on me signale qu'on a déjà notre invité, excusez-moi, on a déjà notre invité, Khalil Camara, qui est au bout du fil. Khalil, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Merci cher ami, merci d'accepter notre invitation d'intervenir dans cette émission, le scanner. Première question, on parle de ces images obscènes qui circulent sur les réseaux sociaux. En tant que juriste, aujourd'hui, que risquent ces personnes qui s'attellent à cette pratique? D'accord. D'abord, avant de répondre à cette question, vous me permettrez d'abord de commencer par votre dernière intervention en ce qui concerne le blocage des réseaux sociaux ou les restrictions des réseaux sociaux, les restrictions qui étaient imposées à l'Internet. Oui. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que quand les restrictions étaient là, les vidéos ne pouvaient pas circuler? Si, évidemment. Alors, donc on ne peut pas dire que c'est... Non, il n'y a pas de pont possible. Il n'y a pas de pont possible. Il n'y a pas de pont possible. C'est juste un développement. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire clairement que il y a une violation grave aujourd'hui de l'intimité à la vie privée dans notre pays, ce qui est tout à fait condamné par non seulement les lois nationales et internationales. Parce que quand vous prenez, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration protège l'être humain et sa dignité. Tout être humain a droit au respect de sa vie privée. Ça, c'est un droit qui est consacré. Et vous allez voir aussi que dans nos lois nationales, par exemple, quand vous prenez la Constitution du mai 2010, elle prévoyait que l'être humain a droit au respect de son intégrité physique et morale. Nous allons d'abord commencer par ce qui est de l'intégrité physique. L'intégrité physique, cela signifie que nul ne peut avoir atteinte ou nul ne peut être victime d'atteinte sur son corps. Le corps, cela veut dire que l'on ne doit pas même frapper un enfant. C'est pourquoi c'est interdit même par nos lois. Le code de l'enfant interdit que même les parents portent des coups ou alors des blessures sur leurs enfants. C'est pourquoi il est aussi interdit dans nos établissements scolaires que les enfants soient victimes des coups et blessures. Alors, par le même fait, il est aussi interdit de porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne. L'intégrité morale, là, on fait allusion à l'honneur, on fait allusion à la dignité humaine. Cela veut dire que tout acte ou alors tout geste de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'honneur ou à la considération d'une personne dans une société est condamné par la loi. C'est pourquoi le code pénal intervient. Parce que vous allez voir les lois, les textes, les accords internationaux et autres protègent les droits que je viens de citer. Mais pour rendre ces lois, ces faits condamnables, il faut une loi répressive. C'est pourquoi le code pénal de 2016, en son article 358 et suivant, condamne donc
les pratiques dénoncées. Il s'agit de quoi? Cette disposition, dans l'article que j'ai signalé, prévoit quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne est condamné à 1 an d'emprisonnement, ou alors, pour la peine maximale, il s'agit de 2 ans d'emprisonnement. Ça, c'est le code pénal. Et pour être un peu plus précis, de quoi il s'agit? Porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne. C'est pourquoi cette disposition, en son point, un signal en écoutant, enregistrant ou transmettant au moins d'un appareil quelconque des paroles prononcées par une personne dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Et le point signal, en fixant, en enregistrant ou en transmettant au moins d'un appareil quelconque les images d'une personne se trouvant dans un lieu public sans le consentement de celle-ci. Dans quelles circonstances ces faits sont constitués? Il faut dire, par exemple, que lorsque vous êtes en conversation avec une personne, si vous devez l'enregistrer, la condition préalable posée par cette disposition, c'est le consentement. Il faut d'abord que la personne que vous enregistrez sache que vous êtes en train de l'enregistrer. Sinon, si vous l'enregistrez, alors que la personne n'est pas, je crois, cela veut dire que vous vous rendez coupable de cette infraction. Et l'autre condition posée par cette loi, de nature à porter atteinte, parce que cette précision qu'il faut aussi faire, il faut que l'enregistrement soit de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne. Je peux vous enregistrer, Abdallah, mais est-ce que l'enregistrement ou les paroles que vous portez atteinte à votre intimité de la vie privée? Si ce n'est pas le cas, ce qui veut dire que le fait ne peut être constitué comme infraction prévue par l'article 358. Mais lorsque ce sont des paroles, des propos qui portent atteinte à l'intimité de la vie privée, à votre vie privée, pendant à ce moment-là, je me rends coupable de cette infraction. Bien, Khalil, on va échanger sur ce point. Un point très important pour les auditeurs et les téléspectateurs, c'est l'article 358 de cette disposition. Vous parlez tantôt d'enregistrer quelqu'un. Oui, vous pouvez enregistrer quelqu'un. Tant que cela ne porte pas atteinte à sa vie privée, vous n'êtes pas passible de poursuite. C'est ce que je dois comprendre. C'est pourquoi il faut aussi faire la distinction entre l'enregistrement, parce que cette loi prévoit une certaine circonstance dans laquelle l'infraction peut être commise. Vous avez d'abord l'enregistrement, vous avez l'écoute, vous avez aussi le fait de porter les données obtenues de ces faits. Ce qui veut dire que le simple fait d'enregistrer une personne, parce que j'entendais par là sur les réseaux sociaux que tel a enregistré, mais c'est tel qui a diffusé. Non, le simple fait d'enregistrer sans le consentement, il s'agit des propos de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne, l'infraction déjà est constituée. Maintenant, le diffuser, c'est un autre cas. Le fait aussi de diffuser, par exemple, Abdallah peut enregistrer. Je connais que c'est Lamine Bari qui me posait la question. Lamine Bari peut le diffuser. On est tous responsables, coupables des faits dénoncés par la texte. Aussi, je l'ai dit, le fait d'écouter. Écoutez, vous avez par exemple un enregistrement dans votre téléphone. Imaginons que ce soit fait avec le consentement de votre interlocuteur et moi qui suis votre ami, je récupère votre téléphone. Je n'écoute cette conversation privée. La loi le condamne. Parce que je ne devrais pas l'écouter, je n'ai pas accès, je n'ai pas droit à l'écoute de cette conversation. Je l'écoute. Moi aussi, je suis responsable de cette infraction. Maintenant, pour partir un peu plus loin à l'article 359, cette loi aussi prévoit que le fait quiconque, par exemple, a volontairement porté à la connaissance du public les faits ou alors les données qui sont obtenues de ces enregistrements.
cela aussi va s'appliquer aux médias. Si par exemple quelqu'un a enregistré une conversation privée, alors il la remet dans les mains d'une autre personne qui peut par exemple sortir des médias. Ces médias, si ils diffusent cet enregistrement, bien sûr qu'ils seront coupables de cette infraction. Bien. Et le troisième fait aussi condamné par la loi, c'est parce que vous pouvez aussi remarquer, souvent on peut dire par exemple c'est la voix de tel ou bien c'est l'image de tel, ça peut que ce n'est ni la voix de tel ni l'image de tel. Ce montage aussi est condamné par la loi, notamment le code pénal, cette fois-ci en son article 360. Donc voici là les faits qui peuvent être condamnés par la loi. Mais je l'ai dit, il faut tenir compte des à l'intimité. À l'espèce, Khalil. Il faut vraiment que. Khalil, il faut essayer de te déplacer, cher ami, parce que le réseau se dégrade énormément. Hein. Vous savez le contexte dans lequel nous vivons. En République de Guinée, pas besoin de vous rappeler. Oui, quand il n'y a pas d'électricité, c'est comme ça. Oui. À l'espèce, Khalil. Oui. À l'espèce, quels sont les moyens que l'État dispose, les moyens juridiques et matériels, pour pouvoir déceler, effectivement, citer les responsabilités de ceux qui seraient les auteurs de ces diffusions d'images obscènes en pareille circonstances? Bien. L'État, en vrai, dispose des moyens. Il faut dire que l'État est parti d'ailleurs plus loin. Nous avons aujourd'hui une loi spéciale dans notre pays, c'est la loi 037, relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée. Je n'ai pas d'ailleurs parlé de cette loi, mais lorsque les infractions que j'ai dénoncées en me basant sur le code pénal ont été commises par le biais d'un système informatique ou bien alors d'un réseau connecté, c'est cette loi qui s'applique. Et cette loi est un peu plus sévère d'ailleurs que le code pénal en République de Guinée. Cette loi, il faut dire que tous ces faits qui sont dénoncés par le code pénal, cette loi aussi les condamne au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'une fois que c'est un réseau social, dire par exemple que c'est TikTok ou alors c'est Twitter ou bien un autre réseau social, on écarte le code pénal et à ce moment-là, on va parler maintenant de la loi relative à la cybersécurité. Et ce que je voudrais dire pour parler des moyens de l'État, il faut dire que l'État pourrait être confronté à certaines difficultés dans la répression des infractions décriées. Parce que l'action publique, par exemple, à l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être mise en mouvement par le ministère public. Ce qui veut dire que lorsqu'une infraction est commise dans la société, le ministère public peut directement réagir. Le ministère public, bien sûr, il s'agit des procureurs généraux, ses substituts, ses avocats généraux et au niveau des tribunaux, vous avez les procureurs de la République et les... Mais l'exception est que, en ce qui concerne certaines infractions, la plainte est nécessaire pour que le ministère public puisse agir. C'est pourquoi j'entends des gens dire il y a du 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de tel, l'État réagit. Quand il s'agit de tel autre, l'État ne réagit pas. Bien sûr, un procureur, par exemple, ne peut pas agir quand il y a une atteinte à l'intimité de la vie privée d'Abdallah, ou bien de Lamine Bari. C'est Lamine Bari qui est touché dans son intimité. Il appartient à Lamine Bari de porter plainte devant le parquet et le parquet puisse, pour que le parquet puisse déclencher l'action publique. C'est pourquoi vous pouvez souvent voir que de tels faits sont commis dans notre pays et qu'il n'y ait pas de réaction de la part des procureurs. Donc ça, c'est une condition préalable pour que l'État d'abord puisse agir. Alors, au niveau de l'État, c'est vrai, déjà il y a une législation qui et au niveau de la justice, si les faits sont condamnés, c'est-à-dire les peines prévues par la loi, si elles sont appliquées, c'est sûr que l'État pourrait parvenir à condamner tout ce qui est acte répréhensible dans notre pays. À supposer que ces auteurs soient identifiés, dites-nous juridiquement que risquent ces auteurs-là en termes de peine. Oui, au-delà du code pénal, parce que vous avez déjà parlé du code pénal. Si nous devons nous baser sur la loi, sur la cybercriminalité, qu'encourent ces personnes? Ok.
donc on va prendre l'article 31 de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel à la République de Guinée. Cette loi, en son article 31, prévoit par exemple quiconque produit, diffuse ou alors porte à la connaissance du public des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine peut être condamné à 6 mois et à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 20 millions à 300 millions de francs guinéens. Donc, cette loi réprime avec ces peines les faits qui sont de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Peut-être même qu'avec cette loi, on peut même dire que le ministère public, dans certaines situations, pourrait s'agir même sans la plainte de la victime. Parce que quand on dit atteinte à la dignité humaine, vous pouvez par exemple voir des images souvent caricaturantes qui sont de nature à porter atteinte. Quelqu'un par exemple qui fait une image de sur les réseaux sociaux, en le comparant à un singe ou en le comparant à un autre animal, excusez-moi, cette personne-là peut être condamnée sur la base de cette disposition. Parce que l'être humain et sa dignité sont sacrés. Ce sont nos lois et nos accords qui prévoient cela. Bien. Mais il y a, excusez-moi, il y a un le micro approche un peu le micro. Il y a un cas pratique, je crois, actuellement, que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Et si ça trouve que l'un des acteurs ou l'acteur dans une de ces vidéos obscènes est acteur et victime, comment, qu'est-ce que la loi a prévu, voire même quelle est la jurisprudence qu'on pourrait utiliser, acteur et victime? Vous savez, la loi... C'est Mohamed Ba. Mohamed Ba. Mohamed, ok. Oui. Une loi qui ressemble à celle de la personne. Oui. Voilà, il faut dire que la loi, elle est très précise. Pour dire qu'il peut y avoir un auteur et une victime à la fois dans une vidéo, je voudrais vous préciser que la loi dit lorsque c'est une personne qui a porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, à l'intimité de la vie privée d'autrui. Je peux vous dire que même si quelqu'un s'est filmé en porno et partagé cette vidéo, cette loi ne peut pas s'appliquer à cette personne. Parce qu'il s'agit d'elle-même, son image, et elle a fait ce qu'elle veut. Si la loi doit agir, ça va être dans d'autres circonstances, mais c'est une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Une fille s'est filmée nue, elle a publié ça sur les réseaux sociaux. Le code pénal, sur les dispositions que j'ai citées, ne peut pas vraiment intervenir. Maintenant, si ces deux personnes, imaginons que deux personnes sont dans une vidéo, et l'une a fait le filmage sans le consentement de l'autre et l'a diffusé, à ce moment-là, celui dont le consentement n'a pas été requis peut intervenir. Il s'agit par exemple des deux personnes qui sont consentantes, qui ont fait la vidéo ensemble. Parce que faire aussi une vidéo ensemble avec le consentement et diffuser sans le consentement, c'est aussi différent. Bien. Ce qui veut dire que l'on peut faire une vidéo avec le consentement, mais est-ce que la diffuser, c'est avec le consentement? Oui. On l'a fait. J'étais d'accord qu'on filme, mais est-ce que j'étais d'accord que vous partagez? Qu'on diffuse si je n'étais pas d'accord que vous partagez, ce qui veut dire que vous commettez l'infraction. Oui, dernière question. Allez, tout le monde est satisfait, je pense, dans ce studio. En tout cas, merci, et cher ami. Je rappelle que vous êtes juriste, journaliste au groupe Fréquence Média. Bon courage. Nous savons que vous êtes parmi les brouillés, mais vous continuez à résister. Merci d'être intervenu dans cette émission. Je vous en prie. Merci. Merci bien. Une pause. Derrière, nous parlons de femmes en République de Guinée, notamment des femmes rurales, et c'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver.
Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dernière partie de cette émission, dernière ligne droite de votre émission Le Scanner. Vous nous pratiquez à Conakry sur notre fréquence dorée 89.5 en bande FM. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le numéro 113 du bouquet Star Times. Vous nous suivez du côté de Bokeh. Merci de votre fidélité à l'AB. C'est sur la fréquence 96.5 chez nos partenaires de Beta FM. Et du côté de Kissidougou, vous nous pratiquez sur la 89.5 à Conakry environ sur la même fréquence. Vous nous suivez ou sur les réseaux sociaux, groupe Kavi Media si vous êtes sur Facebook, Kavi Media si vous êtes sur YouTube et sur l'ensemble synchronisé de nos médias. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs qui interviennent via notre stand 629 95 67 67. Bonjour Abdallah. L'éducation nationale n'a jamais été malade à ce point. Nos enfants n'étudient pas. À l'intérieur, c'est la catastrophe. La justice téléguidée. À l'énergie, c'est pire. Par contre, Alpha Bakar a donné envie de faire l'école professionnelle aux jeunes et l'enseignement supérieur, la coopération, plan des résultats
extraordinaire. Amadou Bambaya Diallo, notre fidèle auditeur du côté de Sonfonia. Merci Bambaya pour ce message très responsable. Bonjour mes frères, comment vous allez? Moi c'est Louardini depuis Gouaké. Une question pour notre invité. Si l'enregistrement a fait raison d'une preuve palpable, que dit la loi? Bon, déjà, là, je pense que l'invité avait déjà répondu à cette question, cher ami. On va aller avec cet autre SMS de notre auditeur fidèle. Bonjour, c'est un gâchis total, ce gouvernement Gomu. En ce qui concerne le département de Guillaume, c'est une déception. Rien qu'à travers ces réformes à lui engagées, aucune n'a prospéré, Alpha Zidane, depuis Kiroti. Nous ouvrons le dernier pan de cette émission. Nous sommes en mars, le mois de la femme. Pour ce premier numéro, je le disais, pour ce lundi, nous recevons une dame qui évolue dans le monde rural. Elle est présidente du réseau national des femmes rurales de Guinée. Radja Mbalou Fofana est déjà dans ce studio et sur ce plateau avec nous. Radja, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Présidente du réseau national des femmes rurales de Guinée. Réseau des femmes rurales de Guinée, que devons-nous comprendre? Le réseau national des femmes rurales de Guinée est une fêtière qui regroupe les groupements féminins, les coopératives, les associations, même les ONG qui appuient les femmes en milieu rural. Pourquoi? Parce que nous voulons parler d'une même voix. Avant, nous qui vivons à l'intérieur, il y a des femmes de Conakry qui parlaient en notre nom. Elles savent où se trouvent les bailleurs, elles savent où se trouvent elles connaissent les procédures, comment aller chercher les financements. Et là, nous avons dit, pourquoi nous, femmes rurales, nous n'allons pas créer notre réseau, comme le réseau des femmes rurales du Sénégal, comme le réseau des femmes rurales de la France. Nous avons des réseaux partout. Dans ce cas, c'est pour, d'abord, premièrement, nous connaître, nous soutenir, mais aussi mutualiser nos efforts. Parce que le réseau nous permet de faire des achats groupés, de pouvoir participer à des activités ensemble, mais aussi de nous former. Voilà l'objectif du réseau. Bien. Femme rurale, si l'on parle pour ceux qui nous suivent, que veut dire femme rurale? Qu'est-ce que vous entendez par femme rurale, notamment? Notre conception de femme rurale, c'est les femmes qui vivent et travaillent en milieu rural. Dans ce cas, si nous prenons la zone de Conakry, nous travaillons seulement avec les femmes de Sonfonia, parce qu'elles sont dans la périphérie et elles ne sont pas en centre urbain. Deuxièmement, les femmes rurales sont celles qui n'ont pas accès justement à l'information, qui sont éloignées parce que leurs activités se trouvent en milieu rural. Oui. Nous ne prenons même pas les femmes commerçantes qui vont acheter dans les marchés hebdomadaires et qui viennent revendre à Conakry. Alors certaines sont à 36, elles disent nous sommes aussi des femmes rurales. Nous disons non, nous voulons traiter les cas des femmes qui sont laissées pour compte. Dans ce cas, c'est les femmes qui sont en milieu rural et qui y travaillent. Ou bien celles qui ne travaillent pas mais vivent en milieu rural. Est-ce que votre réseau a une dimension nationale ou régionale, certainement? Aujourd'hui, nous sommes dans 32 préfectures sur les 33. Nous ne sommes pas dans la commune de Conakry, c'est les 6 communes de Conakry, mais nous sommes dans 32 préfectures. Nous avons 441 groupements et aujourd'hui, nous avons 7000 membres sur le territoire national. Alors, comment le réseau est constitué? Est-ce que vous avez un bureau exécutif? Et comment ça se passe? Est-ce qu'une élection, vous êtes venu par la voie d'une élection ou par une désignation consensuelle? Comment ça se passe? Et vos représentants aussi à la base? Oui, le réseau est... Représentante, pour ainsi dire. Oui, le réseau est structuré de la façon suivante. Nous avons un bureau national et nous avons des antennes dans toutes les préfectures. Toutes les préfectures dans lesquelles nous avons coopté. Parce qu'une fêtière, pour aller trouver les associations, les groupements, n'est-ce pas, qui sont déjà structurés. Chaque groupement a sa présidente, a son bureau et tout. Dans ce cas, nous procédons par cooptation. Sur tout le territoire, nous allons chercher les femmes qui
soit elles ont leur propre agrément, ou si elles n'ont pas des agréments, nous les aidons à le faire, mais elles sont déjà structurées. Nous ne venons pas pour structurer les femmes. Notre travail d'abord, ce n'est pas venir organiser les femmes pour dire mettez-vous en groupement, comme ça vous venez avec nous. Non, si vous êtes déjà en groupement, même si vous n'avez pas d'agrément, nous pouvons, nous parlons avec les préfets, avec les directeurs des micro-réalisations pour vous aider à vous structurer. Au niveau national, nous avons aussi un bureau national dont le siège est à Kindia. Et maintenant, nous avons des représentantes de toutes les régions qui sont membres de notre bureau. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, nous procédons par cooptation. C'est pour ça que nous aussi, en tant que Réseau national des femmes rurales, nous sommes membres d'une autre structure qui est le Réseau des femmes leaders africaines, qui s'appelle AOLIN. Et ce bureau aussi est représenté dans plus de 30 pays à travers l'Afrique. C'est un bureau qui a été créé au niveau de l'Union africaine sous l'impulsion de Mme Sirleaf Johnson, voilà, qui était présidente du Libéria. Dans ce cas, quand on parle de réseau, c'est vraiment c'est une façon de fédérer. Il y a beaucoup d'associations féminines. On en a partout. Mais si on ne se donne pas la main, on ne se tire pas par secteur d'activité ou par centre d'intérêt. Par exemple, nous, notre centre d'intérêt, c'est le monde rural. Il y a des réseaux qui sont pour la protection des enfants, d'autres sont pour la lutte contre les VBG. Mais notre centre d'intérêt, d'abord, il faut vivre en milieu rural et y travailler. Parce que nous savons qu'il y a des thématiques qui sont en milieu rural que les femmes qui sont en centre urbain ne peuvent pas nous aider à régler. Vous existez depuis quand? Nous existons depuis 2021. Bien. Oui, pour ta question. Exactement, depuis 2021, c'est presque 2 ans maintenant, 3 ans bientôt. Alors, qu'est-ce que votre structure a tiré bénéfice des différentes campagnes que le ministère de l'Agriculture a engagées dans ce pays? On a entendu de mécanisation, on a entendu de commande des engrais, ainsi tout ce qui s'ensuit. Vous, votre structure, de votre côté, qu'est-ce que vous avez tiré profit de ces dernières années, de ces différents gouvernements, plus précisément de l'agriculture? Beaucoup de nos membres ont bénéficié. Ce n'est pas le réseau qui bénéficie. Le réseau ne fait que accompagner les initiatives des membres. Nous avons des membres, par exemple, qui ont été accompagnés par le FODA. N'est-ce pas? Nous avons des membres qui ont eu des machines post-récolte. Nous avons des membres qui ont eu... On a une femme qui a Gekedou qui a eu des porcs. Nous avons certains qui ont été accompagnés dans l'élevage. Dans ce cas, nous avons bénéficié... Moi, je suis producteur d'ananas, n'est-ce pas? Et de bananes. Aujourd'hui, la filière ananas vient d'avoir une subvention. Dans ce cas, nous disons que le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Promotion féminine aussi, parce qu'on a beaucoup de nos membres qui ont bénéficié de la subvention du président de la République au groupement. Dans ce cas, nous pensons aujourd'hui que ce qui a été donné aux femmes qui sont membres de notre réseau, nous capitalisons et nous sommes reconnaissantes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mette à la place de nos membres. Dire que le réseau, ce n'est pas le réseau qui bénéficie. Le réseau fait du lobbying. C'est un lobbying, oui. Voilà, le réseau fait le lobbying. Le réseau fait de la défense des intérêts. Le réseau parle de nos produits. Par exemple, celles qui sont dans la transformation agroalimentaire, le réseau, ici, les accompagne pour monter les dossiers, pour aller chercher les financements. Le ministère de l'Agriculture a le programme PARFA, programme d'appui revolving aux femmes et filles dans l'agriculture. Ce programme a des machines post-récolte. Il a des intrants, accompagne les femmes rurales. Et beaucoup de ces femmes-là sont membres de notre réseau. Dans ce cas, nous sommes satisfaits du programme qui a été fait jusqu'à présent. Bien, vous recevez, certes, du gouvernement. Qu'est-ce que vous donnez en retour? Qu'est-ce que vous faites pour le pays en retour? Pas pour le gouvernement, pour le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le réseau des femmes, à travers ses membres, comme vous l'avez signalé, sont en train d'œuvrer pour l'autosuffisance alimentaire? Je le rappelais tantôt. Ah, bien sûr. Les femmes produisent la nourriture pour les populations. Dans ce cas, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui, nous sommes dans la diversification alimentaire. Nous mettons l'accent sur le manioc.
Le manioc, on peut le manger sous plusieurs formes. Dans ce cas, nous encourageons et nous distribuons même de la semence de manioc, les boutures de manioc à nos membres en disant que diversifions notre alimentation. Nous avons certains de nos membres qui sont dans l'igname et sont dans la pomme de terre. Et aujourd'hui, le séchage de la mangue est une de nos priorités aussi, parce qu'on a vu toutes ces années que la mangue séchée commence à avoir un prix sur le marché. Les Guinéens en consomment, mais aussi à l'extérieur. Mais ça diminue les mangues qui pourrissent qu'on voit partout. Nous avons Koundara, on était là-bas il n'y a pas longtemps, mais aussi à Kankan et à Kindia. Dans ce cas, nous sommes en train de sensibiliser. Ce que nous apportons, nous, au pays, c'est d'abord la paix, la stabilité. Aujourd'hui, nous sensibilisons nos femmes à se faire recenser dans le programme LGPH 4. Vous savez pourquoi? Non. On dit que les femmes sont 52% de la population, mais si les statistiques d'il y a 10 ans, on dit que les Guinéennes sont 52%. Si on ne se recense pas cette année, comment on peut savoir que nous sommes les plus nombreuses? On ne peut pas. Deuxièmement, si on ne se recense pas, les politiques, n'est-ce pas, l'élaboration des politiques, les investissements, tout ce qui est projet et programme de l'État, est-ce qu'ils pourront mettre ça en fonction d'un nombre qui n'est pas réel? Nous voulons que les femmes soient prises en compte dans les politiques. Nous les encourageons à se recenser dans le RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil. Oui. Pourquoi? Nous avons beaucoup de nos membres qui sont mariés, mais n'ont pas d'acte de mariage. La loi la règle ça, parce qu'il y aura des audiences foraines. Alors, si nous les sensibilisons à se faire recenser, pour qu'on les identifie comme femmes qui mariées, mais sans acte de mariage, n'est-ce pas? Oui. Qui va bénéficier au moment des audiences foraines? C'est celles qui seront informées. Mais si elles sont recensées, nous pouvons les accompagner. Dans ce cas, nous faisons énormément pour le pays, parce que l'information que nous donnons à nos membres, parce que nos membres, on les renforce leur capacité en itinéraire technique, en technique de transformation agroalimentaire et accès au marché. Ce que nous faisons, c'est aider celles qui sont en bas à remonter. Yeah. Celles qui sont instruites aident celles qui ne sont pas instruites, celles qui ont accès à l'information partagent. Alors, au niveau de l'accompagnement technique et financier, du point de vue formation, on peut ainsi dire, comment ça se passe? D'autant plus que votre centre d'intérêt, c'est le milieu rural. Les femmes supposent qu'elles n'ont pas une formation appropriée pour pouvoir cerner effectivement votre vision. Comment ça se passe du point de vue formation pour pouvoir effectivement avoir des femmes qui peuvent effectivement produire quelque chose de consommable? Les formations se passent généralement à travers des projets, des programmes et aussi les directions. Par exemple, les KF, les centres d'autonomisation économique des femmes et des filles, forment des formations pour les groupements en transformation agroalimentaire. Dans ce cas, à travers ces formations-là, nous identifions les femmes qui ont des aptitudes, qui sont dans ce secteur, pour que ces femmes aillent se faire former. Ça, c'est la première chose. Mais si elles sont formées, on les aide à avoir des équipements et du matériel. J'étais là tout à l'heure, il y a une femme qui m'a appelé de Bokeh. Elle me dit, Hadja, je veux des emballages parce que nous sommes en train de faire les grumeaux pour le mois de carême. Dans ce cas, comme les emballages se vendent à Conakry, voilà telle quantité que nous voulons. C'est une femme qui est dans notre groupement, dans notre réseau. Voilà l'intérêt. Deuxièmement, les formations. Nous avons identifié certaines formations, certaines femmes qui sont parties faire des formations en NTIC. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui sont instruites ou qui utilisent les tablettes ou bien les smartphones. Mais quand les formations sont disponibles, nous sommes appelés parce que nous sommes vraiment des actrices et on nous dit désignez-nous, envoyez-nous tel nombre de femmes pour telle chose. Et dans toutes les préfectures, nous travaillons avec les directeurs préfectoraux de l'agriculture, au niveau des régions, les directeurs régionaux de l'agriculture qui nous accompagnent dans l'information pour remplir les fiches, pour les reconnaître et les faire bénéficier, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de candidatures
à avoir dans les projets qu'on demande de faire en ligne. Si les femmes ne peuvent pas le faire, nous leur disons allez voir le DPA, allez voir le DRA et surtout allez voir au niveau de l'inspection régionale de la promotion féminine au niveau des villes. Et ils se mettent à notre disposition. En termes de statistiques, puisqu'on parle d'agriculture aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques statistiques réalisées par votre réseau? Statistiques en termes de production, en termes de formation, en termes d'évolution et tout. Aujourd'hui, nous avons 300 femmes qui sont formées en nouvelles technologies de l'information. Nous avons, l'année dernière, nous étions à 1 tonne 600 de produits du manioc, poudre de manioc. Aujourd'hui, nous avons atteint les 3 tonnes. N'est-ce pas? Par an? Oui, pour l'année. C'est-à-dire que ce que nous avons fait l'année dernière, on l'a doublé parce que nous avons pris les boutures que nous avons données au groupement et aujourd'hui, elles sont en train de récolter, faire sécher et on emballe. On vient d'avoir un contact pour à peu près 60 tonnes de produits pour 2025 de poudre de manioc avec des caractéristiques qui vont nous être données et nous allons installer une unité de transformation du manioc parce que en 2 ans, nous avons montré que nous sommes capables de faire la poudre de taux que nous vendons en Guinée et aujourd'hui, il y a une dame qui est en Hollande qui nous dit je veux commander 60 tonnes avec vous pour l'année 2025. Vous imaginez, ça c'est vraiment du réel. Deuxièmement, en termes d'accompagnement, n'est-ce pas, sur les 300 femmes de groupement, on a 78 groupements qui ont été financés. Nous avons actuellement plus de 12 femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire qui ont eu un accompagnement. Dans ce cas, en 2 ans, ce que nous sommes en train de réaliser sur le terrain, nous pensons qu'il faut aller vraiment, il faut être positif et aussi visionnaire. Parce qu'on ne veut pas faire du bourrage. On ne veut pas qu'on dise que notre réseau a 10 000 membres ou 50 000 membres. Nous voulons des membres que nous pouvons toucher. Nous avons organisé en 2022 la Journée internationale de la femme rurale à Guékédou, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. N'est-ce pas? Et une année après, on était avec la FAO à l'ABé, à la Journée internationale de l'alimentation, couplée avec la Journée internationale de la femme rurale 2023. Ça, c'est une avancée. Parce qu'en une année, le ministère et la FAO ont accepté de co-organiser avec nous, de nous accompagner pour une visibilité. La première fois, on avait une dizaine de stands et l'année dernière, on nous a donné 20 stands. Donc aujourd'hui, vous estimez que vous êtes en train de faire des progrès, puisque de 3 tonnes, on vous lance des commandes de 60 tonnes pour l'année prochaine. Pour l'année 2025. Ouais. L'autre question, peut-être avant de vous laisser poser votre question, c'est par rapport notamment à ces jus que je vois là. Hein. Est-ce que vous le faites de façon artisanale ou vous avez des usines de transformation ici en République de Guinée ou ailleurs? Ces jus sont... Est-ce que c'est bio? Non. Bio, il faut être certifié. Mais c'est du jus naturel, sans additifs. C'est pour ça que nous sommes en bouteille. Ça, c'est une de nos entreprises qui fait le séchage et qui fait la production de jus. Ça, c'est fait en semi-industriel, capsulé en Guinée. Les bouteilles sont importées et les capsules sont importées. Le jus est fabriqué ici, c'est du 100% naturel. Pourquoi? Parce que ceux qui mettent dans les flacons en plastique rajoutent des produits chimiques pour conserver. Mais nous qui sommes en bouteille, on fait de la stérilisation des bouteilles et puis on fait la pasteurisation du jus. Ça, c'est en semi-industriel. Et aujourd'hui, cette unité est en train d'installer, au moment où je vous parle, les équipements sont arrivés de l'Inde. Cette unité est en train d'installer sa ligne industrielle de jus. Et accompagnée
par les institutions et le gouvernement. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les jeunes dames, les jeunes filles qui sont dans les salons, qui font la couture également. Mais quel lobbying vous avez essayé ou vous devrez mettre en place, ou vous avez mis en place pour encourager, inciter à la nouvelle génération des jeunes femmes de s'intéresser au monde rural? Vous savez, celles qui vivent déjà en milieu rural, on ne les a pas complètement absorbées. Comme je vous ai dit, nous allons progressivement. En milieu rural, il y a des femmes qui font la coiffure, il y a des femmes qui font le tissage. Nous travaillons beaucoup avec les teinturières parce que nous voulons que les teinturières améliorent leur façon de travailler. Les teinturières de Kindia, nous travaillons avec celles du Zérekoré, celles qui sont dans la forêt, dans la forêt sacrée, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, mais on voit qu'il n'y a pas une bonne finition. Deuxièmement, celles qui sont dans les services, comme les coiffeuses, comme comment on appelle, les couturières, nous n'avons pas encore de programme pour elles. Pourquoi? Parce que si on veut se disperser, n'est-ce pas? Toutes celles qui sont en milieu rural, qu'elles sachent coudre ou tresser, elles font de l'agriculture, n'est-ce pas? Elles font le commerce. Dans ce cas, c'est là où nous sommes préoccupés d'abord, à ce que celles qui sont en milieu rural, à 100%, qu'on essaie de les prendre en compte, et aussi les autres. On utilise les salons de coiffure à l'intérieur et les salons de couture pour les sensibilisations. Les femmes, aujourd'hui, on leur dit, recensez-vous, postulez pour être chef de quartier, n'est-ce pas? Oui. Soyez des chefs de district. C'est ce que nous voulons. Allez-y, lançons-nous pour les communales, lançons-nous pour la députation. Les femmes rurales doivent être dans toutes les instances de prise de décision. Mais il faut du renforcement de capacité. C'est là où nous sommes aux côtés du ministère de la promotion féminine, aux côtés du ministère de l'Agriculture. Et ce que nous faisons qui est encore plus remarquable, c'est la protection de l'environnement. Bien. C'est pour ça que nous disons que nous sommes des activistes, parce que nous occupons de tout ce qu'il y a. Justement, en parlant de ce ministère-là, quel est son niveau d'implication dans le cadre de vos activités? Ministère de l'Environnement, d'action sociale. Ministère de la promotion féminine. Je vous disais tout à l'heure que nous travaillons avec les inspections et les directrices au niveau préfectoral. Nous participons à toutes les formations. Quand le ministère de la promotion féminine a une formation avec le PNUD, nous sommes appelés, n'est-ce pas, pour dire envoyez vos femmes pour les renforcements de capacité pour une transition apaisée. N'est-ce pas? Oui. S'il y a des programmes, par exemple, de formation en transformation agroalimentaire, les représentants à l'intérieur nous disent envoyez vos femmes au niveau des KF pour aller les faire former. Et troisièmement, quand il y a aussi des équipements qui sont donnés, ou que les projets donnent, ou que le ministère donne, parce que tout ce qui va au niveau des femmes, que ce soit à Conakry ou en milieu rural, tout passe par le ministère. C'est-à-dire c'est la volonté du gouvernement qui amène les partenaires aussi à accompagner. Nous sommes associés. Financièrement, vous recevez quelque chose du ministère? Mais ce n'est pas l'argent. Non, mais vous en avez besoin, madame. Non, mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'épargne. Est-ce que vous comprenez? Le ministère n'a pas de rôle de donner de l'argent. Il faut qu'on enlève ça. Le ministère, son rôle, ce n'est pas de donner de l'argent. C'est de former et d'accompagner. Même les subventions, ça passera par les structures de microfinance. Ce n'est pas directement. Bien. Dans ce cas, ceux qui sont éligibles, c'est ceux qui font des activités, qui ont des programmes. Bien. Dernière question. Vos secteurs cibles. Dernière question, puisqu'on est déjà à la fin. Tout n'est pas rose, vous avez fait toutes ces belles réalisations. Mais alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que vous aimeriez vraiment améliorer afin d'avoir un bon résultat? La première difficulté, c'est l'analphabétisme des femmes, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments de protection, de promotion des femmes qui existent, mais les femmes n'ont pas accès parce qu'elles ne savent pas lire en français. En ce cas, nous sollicitons que tout ce qui est convention, n'est-ce pas, liée à la femme,
qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain, que ce soit traduit ou que ce soit vulgarisé jusque dans les recoins. Deuxième chose, l'accès au financement. Nous voulons aujourd'hui que l'État rende attractif, n'est-ce pas, l'accès au financement adapté aux femmes rurales. C'est quoi ça? Que les femmes qui vont dans les structures de microfinance, nous sommes en train de les encourager à épargner. Parce que si on ne bancarise pas aujourd'hui là, les ressources que les femmes gagnent, elles ne pourront pas épargner, elles ne pourront pas avoir accès au crédit. Nous voulons que les taux d'intérêt baissent. Ce sont aussi nos difficultés. Troisièmement, nous voulons que tous les produits qui sont fabriqués en Guinée soient promus. Que vous buvez nos jus, que vous mangez notre farine de manioc et que les produits frais, qu'on nous donne les moyens à pouvoir les transformer. Si on les transforme, on aura de la valeur ajoutée. Et si nous avons de la valeur ajoutée, on gagnera plus d'argent. Bien. Radia, peut-être dernière question, c'est même pas peut-être en 20 secondes. Aujourd'hui, quels sont les prix de vos produits comparativement aux produits importés? Parce que c'est là le véritable souci. Les produits importés sont 2 fois moins chers que ceux dont nous rencontrons sur le marché. Fait Guinée, produits en Guinée, mais encore plus chers. Bon, je vous dirais que les produits manufacturés faits en Guinée, c'est vrai, coûtent plus cher parce qu'ils sont de meilleure qualité. Si vous prenez un jus d'ananas importé, qu'on appelle Sagico, je suis désolé. Pour la publicité. Voilà, donc surtout, mais si vous prenez un jus importé, jus d'ananas, c'est le goût de l'ananas, n'est-ce pas? C'est pas de l'ananas. Mais si vous buvez notre jus d'ananas, vous avez du jus d'ananas. Dans ce cas, les Guinéens doivent pouvoir faire la différence. Deuxièmement, on doit être nationaliste. On doit se battre pour la valorisation de nos produits. Même si la poudre de manioc là est plus chère, n'est-ce pas? Je préfère encore que vous achetiez celui-là que d'acheter, c'est-à-dire que de la poudre de manioc importée de Chine. Parce qu'ils sont en train de fabriquer. Dès qu'on commence quelque chose, eux aussi vont aller fabriquer. Est-ce que vous voyez? Troisièmement, c'est de taxer. Si nous voulons que les produits guinéens soient achetés, il faut taxer les produits importés à l'importation. Ça, c'est valable pour le riz. Si nous voulons consommer du riz local, dont la transformation est chère, parce que l'étuvage et le décortiquage sont des coûts supplémentaires, mais si on veut promouvoir le riz local, on doit taxer le riz importé plus cher. Il ne faut pas qu'on fasse de cadeaux à l'industriel chinois, à l'industriel hollandais, et on tue les Guinéennes ou les Guinéens qui fabriquent localement. Bien, c'est déjà compris. C'était donc notre invité de ce lundi, premier numéro de la semaine. Radia Mbalou Fofana était là pour Radia Mbalou Fofana. Oui, je voulais souhaiter bonne fête. Merci. À toutes les femmes guinéennes, surtout aux femmes rurales. Je voudrais leur souhaiter une bonne fête. C'est un moment de faire une introspection, de faire notre bilan, où on était l'année dernière, où est-ce qu'on veut aller, et ça permettra mieux de formuler les programmes d'accompagnement. Donc plus qu'une fête. Oui, c'est plus qu'une fête. C'est à l'occasion du 8 mars. Alors, bonne fête à vous, puisque vous êtes... Bonne fête à vous, madame, par anticipation, puisque nous sommes dans le mois de la femme. Radia Mbalou Fofana, présidente du réseau national des femmes rurales de Guinée, était notre invité de ce lundi. Merci Mohamed Ba. Merci. Merci Mamadouya Diallo. Merci. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à tous qui nous ont suivis depuis 9h. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres actualités, évidemment, d'autres acteurs. Vous étiez dans le scanner, dans votre émission Le Scanner, sur le média du développement, le seul et l'unique en République de Guinée. Au revoir.